Le face-à-face. Le blanchiment, c'est ce que c'est le blanchiment? Non, c'est pas d'aller à la laverie, c'est pas à la lessive, non, le blanchiment. Le blanchiment de l'argent. L'argent? Mais comment l'argent? Oui, l'argent sale. Vous dites, qu'est-ce que c'est l'argent sale? Qu'est-ce que c'est l'argent sale? Eh ben, ça se fabrique, l'argent sale, ça se fabrique. Je vais vous donner des chiffres, avant de vous dire l'auteur qui a fait ce rapport. Vous savez combien rapportent en capitaux les contrefaçons? 5,7 milliards d'euros. Le narcotrafic, 3,5 à 6 milliards d'euros. La contrebande de tabac, 2 milliards d'euros. L'exploitation sexuelle, 1 à 3 milliards d'euros. Fraude aux finances publiques, tout ça annuel. Tout ça, fraude aux finances publiques, 20 à 40 milliards d'euros. Au moment où Bayrou nous disait, on cherche les 40 milliards, où sont les 40 milliards? Il pleurait presque, le pauvre François. Atteinte à l'environnement, 1,3 milliard d'euros. Et la source, commission d'enquête, données Commission européenne, vous voyez, ministère des Comptes publics, tout ça, chiffre officiel. Et qui a sorti un livre là-dessus et a enquêté très longuement là-dessus? C'est la sénatrice Nathalie Goulet qui a sorti aux éditions du Cherche Midi L'argent du terrorisme. Le terrorisme faisant partie évidemment de cette grande lessive. Bonjour Nathalie Goulet. Mais bonjour. Alors Nathalie Goulet, vraiment quand on voit les chiffres que vous donnez dans votre livre et que vous donnez dans vos rapports, c'est hallucinant. Je rappelle, je rappelais en début d'émission, avant que vous veniez, que le blanchiment d'argent est estimé, selon les chiffres, entre 2,5% du PIB mondial, de 2000 à 5000 milliards de dollars par an. C'est bien ça. Ouais. Voilà. Et on récupère combien? À 2%. C'est ça. Alors c'est quoi cette histoire? Attendez, c'est quoi cet argent sale? Et je veux dire, c'est presque une industrie, c'est la première industrie du monde, quoi. Ah oui. Ce blanchiment. Ah oui, c'est énorme. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on a une criminalité organisée qui produit de l'argent sale. Alors, vous avez... Alors, c'est quoi l'argent sale? C'est-à-dire, comment l'argent propre se transforme en argent sale? Ah, mais non, c'est le contraire. C'est de l'argent sale qui transforme en argent propre. C'est-à-dire que les trafics, bon, évidemment, il y a beaucoup d'espèces. C'est tous les trafics, le trafic d'êtres humains, le trafic de tabac, vous en avez parlé, la contrefaçon. Quand vous achetez une fausse chemise Lacoste ou un faux sac de marque sur un marché, vous n'avez pas l'impression de commettre un acte criminel et pourtant, vous allez enrichir des réseaux. On parlera sûrement plus de la contrefaçon un peu plus tard, tout à l'heure. Bon, vous avez aussi les trafics d'or, c'est-à-dire vous avez de l'exploitation minière non déclarée, avec de l'or qui va transiter dans des pays pour être transformé et puis être vendu. Donc vous avez cet or non déclaré qui va être transformé en bijoux que vous allez acheter à Dubaï ou ailleurs. Ça, c'est typiquement de l'argent sale qu'on blanchit ensuite par les trafics. Et puis, vous avez évidemment le trafic de drogue. Alors, il y a une petite obsession sur le trafic de drogue, et c'est normal, parce que c'est très criminogène. Mais c'est pas le trafic le plus important. Il faut bien comprendre que les salopards qui font ça sont pluridisciplinaires. Ils font un peu de drogue, ils font un peu d'exploitation sexuelle, ils font un peu de contrefaçon, ils font un peu de trafic de cigarettes. Ils sont pas dans un seul domaine. Non. Ils sont multicartes. Voilà, ils sont multicartes. Et donc, vous pouvez pas voir la criminalité organisée uniquement par... C'est important, et on a voté un texte important, et le ministre de l'Intérieur comme le ministre de la Justice sont focalisés sur le narco. Mais c'est un élément parmi d'autres éléments, avec des gens qui sont pluridisciplinaires. Alors c'est très intéressant puisque vous avez fait une carte, je la montre d'ailleurs, la carte du blanchiment d'argent. Regardez, cette carte-là, elle est très remarquable. Rapidement, voilà, on fait la collecte d'argent sale. Voilà. Ensuite, on place. Alors où on passe dans le système financier. C'est ça. Alors on passe dans le système financier, ça veut dire qu'on va sur un compte bancaire. Par exemple. C'est ça, une société, machin, etc. Voilà. Et puis je prête à la société X et Y. Voilà. Société. Je vais vous donner un exemple très simple. Donnez-moi un exemple. Un blanchiment. Je voudrais comment ça se passe, le circuit. Non, mais un blanchiment simplissime. Ouais. Vous allez dans un bureau de tabac, vous avez un jeu de grattage. Ouais. Vous gagnez 200 €. Ouais. Moi, je suis là. Je vais vous donner 210 € en cash. Vous allez me donner votre ticket. Moi, j'ai blanchi 200 €. D'accord. Voilà, c'est ça, puisque j'ai le reçu officiel de mes 200 €. Oui. Et les 210 ou les 220 que je vous ai donnés viennent d'un trafic quelconque, j'ai du cash. Et
Oui, je vous donne évidemment, je vais encaisser les 210, 220. Voilà. C'est du bonus. Voilà. Et lui, comme ça, et moi, avec votre billet à gratter, j'ai blanchi 200. D'accord. Et ça multiplié par, etc. Oui, par 100 000, etc. Alors le reste, évidemment, vous avez tout un système de fausses factures, vous avez tout ça est une industrie très très bien gérée, très très bien organisée. Et c'est à l'échelle mondiale, on peut dire. C'est à l'échelle mondiale. Ah oui, parce que les chiffres qu'on a donnés tout à l'heure, que vous avez donnés de 2 à 5% du produit mondial, entre 2 000 et 5 000 milliards de dollars, c'est au plan mondial. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que cet argent sale qui vient de la drogue, du trafic de migrants, de la contrefaçon, du trafic d'hommes, PS sexuel, trafic sexuel ou autre, enfin tout ça. 150 milliards de chiffre d'affaires quand même. Pas rien. Ce trafic-là manque à l'économie mondiale. Il va manquer aux routes, il va manquer aux écoles, il va manquer aux hôpitaux, etc. Donc, si vous voulez, vous avez une espèce d'industrie parallèle avec des plaques tournantes où les gens peuvent se balader avec des valises de billets et acheter des objets de luxe et que les revendre ensuite officiellement. C'est qu'il y a toute une industrie parallèle de cette criminalité organisée. Et il faudrait s'y attaquer sérieusement. Oui, alors c'est ça, on va en parler, parce que apparemment, je ne sais pas si on s'y attaque sérieusement, mais enfin, les chiffres n'ont pas beaucoup bougé. On peut pas dire qu'il y a eu une diminution de... Alors, à ce moment vraiment précis, je voudrais rendre hommage à nos forces de police, de gendarmerie, au service du renseignement financier, et aux magistrats qui font un boulot remarquable, parfois avec des moyens réduits. Oui. Bon, donc là, on y a eu une saisie d'or à Marseille hier, d'ailleurs très très importante, une cinquantaine de lingots et puis je sais plus combien de millions de cash. Bon, il y a un travail fantastique de fait. Ouais. Mais la marge de progrès... Mais la marge est énorme. Alors on va tracer d'ailleurs justement toujours en suivant et votre livre et vos enquêtes surtout. Commençons évidemment, on en parle beaucoup et je voudrais commencer par la drogue. Ouais. Rapidement. Alors cocaïne, quand même 53. Non parce que on parle 53,5 tonnes saisies en 2024. Ouais. Augmentation de 130% par rapport à 2023. C'est-à-dire, en un an, ça a augmenté de 130% la cocaïne. Cannabis, en revanche, c'est la baisse. 101 tonnes saisies en baisse de 19% par rapport à 2023, c'est intéressant. Quand même, cocaïne, 53,5 tonnes. Les drogues de synthèse, ecstasy, MDMA, etc. Là aussi, plus 123% par rapport à 2023. Amphétamine et méthamphétamine, plus 133%. Alors, interpellation, 36 400 personnes. Violence, 110 morts, 341 blessés. Chiffre d'affaires du narcotrafic, enfin, ça vous parlait pour la France, on est bien d'accord. C'est plus de 3,5 milliards d'euros générés annuellement. Plus de 3,5 milliards d'euros. Mais attendez, si on s'arrête là, au fond, on se dit, mais attendez, tant qu'il y aura des consommateurs, il y aura des acheteurs, achat, vente, offre et demande, et on dit qu'est-ce qu'il faut faire? Alors depuis 50 ans, est-ce qu'il faut légaliser? Est-ce qu'il faut légitimer? Est-ce qu'il faut punir les consommateurs? Il faut punir qui? C'est-à-dire, cette discussion, pardon, je prends sur la drogue, moi je vous parle en tant que journaliste, ça ne vous rajeunit pas, mais depuis 50 ans, j'entends les mêmes discussions. Alors, on a quand même un mieux. Il y a eu une commission d'enquête au Sénat sur sortir la France du piège des narcotrafic, avec un accord à la fois de l'Assemblée et du Sénat quasiment à l'unanimité, ce qui dans la période... Oui, enfin d'accord, mais résultat, un texte qui donne plus de pouvoir aux magistrats, plus de pouvoir aux policiers, plus de sanctions. C'est tout le travail que fait Gérald Darmanin pour mettre les narcotrafiquants dans des prisons de haute sécurité. Oui, mais regardez les chiffres. Mais je sais, mais il faut bien que ça commence. Plus 123%, plus 123% par rapport à l'année dernière. Il était là déjà, Gérald Darmanin. Oui, mais quand même. Non, mais là, on a donné des outils. Et alors, je voulais quand même vous dire, parce que vous êtes étonné et vous êtes dubitatif et vous avez raison. Mais dans le cadre de l'enquête que moi j'ai menée au Sénat avec mon collègue Raphaël Daubé sur la commission d'enquête sur la criminalité organisée, on a quand même eu un marchand de biens à Dubaï qui nous a expliqué qu'il avait un client trafiquant de drogue qui achetait de l'immobilier régulièrement, jusque-là ça va, de sa prison au Baumette. De sa prison au téléphone, en crypto. Ce qui veut dire que le travail que fait Gérald Darmanin pour isoler ces narcotrafiquants hyper dangereux, qui maintenant
je vous le rappelle quand même, ont des avocats qui s'organisent entre eux pour contester les conditions d'incarcération. Ah ouais. Au nom de la violence à nos clients. Hein. Voilà. Ouais. On ne sait pas comment ils sont payés et on ne le saura jamais. Mais cher, sans doute. Alors, tout ça pour vous dire qu'on est dans un système où la criminalité organisée présente évidemment des dangerosités pour la société, en dehors des problèmes de sécurité, mais aussi des problèmes de drogue, d'intoxication, de corruption, etc. Mais vous comprenez bien qu'un jeune à qui vous allez proposer un apprentissage quelconque pour un métier lambda, et qui va gagner 500 € en faisant le guet, il n'a aucun espèce d'intérêt à apprendre l'accord du participe passé avec le verbe avoir. Non, mais les consommateurs, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on les pénalise ou pas ? À votre avis. Il va falloir, bien sûr. Il faut être deux pour danser le tango. C'est la même chose pour la contrefaçon. C'est la même chose pour l'exploitation sexuelle. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut responsabiliser. Il y a le marché, l'offre et la demande. Alors justement, mais en tout cas, c'est très parlant. Je dis pas encore une fois, il s'agit pas d'accuser tel ou tel, mais il y a un état de fait qui est là et si vous voulez, moi je suis assez frappé, mais on va en reparler du Salvador et autres et de ce qu'on peut faire. Parlons des migrants, maintenant, Nathalie Goulet. Oui. Alors, ça, c'est très intéressant, c'est passionnant. Vous donnez des chiffres, et encore une fois, les chiffres parlent. Plus de 4000 passeurs interpellés en France en 2024, selon l'Office de lutte contre le trafic illicite de migrants. 4000 passeurs. En 2025, depuis janvier, plus de 20 000 personnes ont déjà traversé la Manche, un record historique malgré les mesures sécuritaires, avec une hausse de 48 à 75% par rapport aux années précédentes. Absolument. Depuis des années et des années, à gauche comme à droite. Moi, on fait pas la politique partisane là-dessus. Tout le monde dit il faut arrêter, c'est vrai. Attention, les illégaux et pas les illégaux. Regardez, hausse de 48 à 75% en 2025. Bien sûr. Alors, il y a eu des accords pris maintenant avec la Grande-Bretagne. Vous avez vu les accords qui ont été pris récemment. Il faut bien s'en occuper. À un moment, il faut s'en occuper. Là, je crois qu'on a un binôme Darmanin-Retailleau qui est quand même... ils sont plus là. Ils sont démissionnaires. Cher, il ne vous a pas échappé que nous sommes actuellement sans gouvernement. C'est pour ça que je suis là, sinon je serai en séance. mais il y a quand même une volonté, et on peut imaginer qui resteront, enfin j'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal. Mais vous voyez, l'affaire du trafic de migrants, qui procure au niveau mondial à peu près 7 milliards d'argent sale. 7 milliards d'argent sale au niveau du monde. Et donc, vous avez des cas absolument extraordinaires. Vous avez, l'année dernière, un réseau, une filière illégale de migrants qui a été arrêtée entre la Pologne et la Biélorussie. Avec des Afghans, des Iraniens, des pauvres gens qui voulaient venir en Europe, etc. On a arrêté cette filière en Pologne et on a remonté leur financement. Bien. On a trouvé que 31 millions étaient partis au Hezbollah et 10 millions au djihad islamique. C'est-à-dire que non seulement ils font de l'argent sale, mais en plus ça finance le terreau. Donc si vous voulez, et lorsque ces migrants arrivent chez nous, vous avez l'État français et les institutions qui consacrent plus d'1 milliard pour l'asile et l'intégration. C'est-à-dire que si on n'arrête pas les filières illégales, on n'arrêtera jamais la spirale à la fois de l'utilisation des fonds et des filières, et en plus ce que ça coûte en déstabilisation pour la société et en coût pour le contribuable. Le droit, les dépenses sociales, les dépenses de santé, etc. On va continuer à en parler, c'est absolument passionnant et ça donne et ça éclaire vraiment le débat, parce que c'est l'autre débat. On parle d'économie, j'adore, et on oublie ça. Alors on va taxer ceci, on va faire la taxe machin et la taxe truc et la taxe machin, mais alors là... il n'y a pas de problème. Circuler, il n'y a rien à voir, puisque c'est de l'argent sale. On se retrouve dans 2 minutes. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et comment le peut être dans tous ces états quand on parle de ces milliards, ces dizaines, ces centaines de milliards d'argent sale, alors qu'on recherche fric désespérément et que chaque Premier ministre et chaque ministre a dit « je cherche, mais je ne trouve pas ». Alors, vous ne trouvez pas, évidemment. Et évidemment que vous ne trouvez pas la drogue, la contrefaçon, le trafic de migrants, le trafic d'or, le terrorisme, le blanchiment de capitaux. Tout ça, ça marche très bien, je vous assure. Et là, voilà, ma petite entreprise ou ma grosse entreprise ne connaît pas la crise, comme disait Alain Bachung. Mais justement, et Dieu sait si vous avez enquêté là-dessus,
Nathalie, qu'est-ce que, par exemple, on parle du trafic de migrants. Hein. Alors, Réseau international trafic de migrants, section de recherche Strasbourg, démantelé avril 2025. Voilà, association de malfaiteurs. Mars 2025, démantèlement de trafic international entre l'Afrique et la France. 1700 personnes sont passées en un an. Au fond, est-ce qu'on sait combien de gens passent? Parce que ce qui est extraordinaire, on dit toujours, ah oui, on sait, ils sont arrivés, alors 1000, 100 000, 2 millions, 1 million. Comme c'est illégal, comme c'est clandestin, évidemment, on n'a pas de chiffres. Ben, on a d'autant moins de chiffres qu'effectivement, ce sont des filières illégales. Mais là, il faut aussi rendre hommage, il faut le savoir, on a quand même des organisations internationales, on a Europol, on a Interpol, qui organisent des réseaux entiers, parce que ce trafic de migrants, il vient de partout. Il vient d'Amérique du Sud, il vient d'Afrique subsaharienne, il vient d'Europe de l'Est, il vient d'Afghanistan, il vient d'Iran. Enfin, je veux dire, la planète entière est pleine de malheureux qui veulent avoir un avenir meilleur et qui sont exploités par des filières mafieuses. Voilà. C'est bien payé, les passeurs. Enfin, ils gagnent beaucoup d'argent. Oui, ils gagnent beaucoup d'argent. Cash. Oui, et après, ce cash-là revient dans l'économie. Alors, soit par de la corruption, soit dans des entreprises qui ont besoin de cash. Enfin, alors, comment justement, chère Madame Goulet, comment on blanchit? C'est-à-dire, par exemple, moi. Dieu enfin que Dieu m'en préserve. Mais enfin, j'ai débrouillé par un trafic, etc. de l'argent. En général, c'est quoi? C'est l'immobilier, le restaurant. On investit dans quoi? Genre le mec qui a gagné ou la bande, etc. Beaucoup de fric. C'est vieux comme le monde. Mais comment je blanchis? Comment se fait l'opération? D'abord, vous pouvez en dépenser un peu. Oui, certes. Ça dépend les montants. Je peux m'acheter une maison, Non, vous ne pouvez pas vous acheter une maison en cash. Ça, c'est impossible. Ça, c'est terminé. C'est terminé, on ne peut plus. Ah non, ça, c'est pas possible. Mais alors, comment je fais qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Alors, vous avez des réseaux qui vont blanchir votre argent. Par exemple, des filières entières. Alors, je ne veux pas stigmatiser les uns ou les autres, mais vous avez 100 000 euros en cash. Vous allez les vendre à quelqu'un qui va les acheter 90 000 ou 85 000 et qui en échange va vous faire un jeu de factures comme si vous aviez acheté ou vendu quelque chose de parfaitement légal avec des entreprises qui n'existent pas vraiment. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je garde les 85 000, j'en donne 10 000 avec qui m'arrange le truc. Qui les blanchissent via une facture de substitution d'un produit ou d'un échange qui en fait n'existe pas. Vous allez acheter une œuvre d'art surpayée, vous allez acheter, etc. Mais en réalité, ce blanchiment-là, ces réseaux sont extrêmement ou très sophistiqués ou pas du tout sophistiqués. Je vous ai parlé de Dubaï, des jeux. Je vous parle des casinos en ligne, par exemple. Vous pouvez aussi avoir des plateformes, de crypto-actifs qui peuvent être utilisés. Vous avez aussi des professionnels qui ont besoin de cash. Typiquement le bâtiment. Le bâtiment a besoin de cash. Pourquoi? Pour payer. pouvoir payer des salariés en partie en cash, etc. Ou au noir ou ailleurs. C'est ça, voilà. Et donc, non seulement vous allez perturber la chaîne économique, mais en plus, vous allez frauder l'URSSAF en prime. Bien sûr. Voilà. Bon, ça, ce sont des réseaux sur lesquels le cash est nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, l'un des principaux clients, c'est des gens qui ont besoin de cash. C'est ça. Et qui donc, mais quand vous avez vos 100 000 euros, ce qui est grosso modo pas très difficile à dépenser, quand vous en avez beaucoup plus, vous avez des organisations qui sont là pour blanchir. C'est-à-dire que blanchir l'argent est leur métier. C'est-à-dire que vous savez que vous avez des gens qui ont besoin de cash. Ils ont besoin de cash pour acheter des armes, ils ont besoin de cash pour... Oui, ça va jusqu'à 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros, beaucoup plus, etc. Oui, bien sûr. Donc c'est par exemple des achats d'armes, effectivement. Voilà, et puis vous avez des systèmes très sophistiqués, puis vous avez des systèmes qui ne le sont pas tellement. Vous avez un système vieux comme le monde qui s'appelle la Walla, c'est-à-dire que vous avez comme les banquiers lombards des rois maudits.
Oui. Vous voyez, oui. En fait, l'argent circule pas du tout. Vous avez un tiers de confiance qui va payer pour vous, et puis vous compenserez. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent circule pas du tout, mais il circule en réalité parce que vous avez un tiers de confiance. Si vous voulez payer quelque chose en Amérique du Sud, ou lui le fera. Lui le fera, et après il vous dira de payer quelqu'un d'autre, etc., qui viendra chercher sa petite valise. C'est assez hallucinant quand même. Mais ce qui est surtout difficile à comprendre, si vous voulez, c'est et à réaliser, c'est à quel point ça peut être facile et à quel point nos services ont des difficultés et à quel point le texte sur les narcotrafics qu'on a voté est utile. Mais après, il faut remplumer le service, il faut utiliser l'intelligence artificielle, et puis vous allez tomber dans une société de contrôle et de surveillance. Et ça, les gens n'en veulent pas non plus. Et puis Gérald Darmanin, un beau jour, lors d'une audition au Sénat que je présidais, a dit, un peu sur le ton de la plaisanterie, quand on lui a demandé une solution, il a dit, un peu comme si on faisait tomber la fièvre en cassant le thermomètre, il faudrait supprimer le cash. Mais supprimer le cash, c'est une atteinte aux libertés. Oui, c'est ça. Mais je voulais dire, pendant que je vous écoutais, je comprends très bien. Parce que effectivement, la première des réactions serait de dire, mais attendez, supprimons le cash. Puisque tout ça ne peut exister que par le cash. Non, mais attendez, vous gagnez votre argent. Ouais. Vous retirez du cash de votre banque. Déjà, vous avez des problèmes pour le retirer. Oui, et moi, je suis contre la suppression du cash, vous voyez. Mais moi aussi. Bon, vous voulez m'offrir des porte-jartelles ou Dieu seul sait quoi. Oui, alors, c'est votre droit. C'est votre droit le plus strict, et votre banquier n'a pas à le savoir. Non, mais on est d'accord. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Je vous signale qu'aujourd'hui, les banques, à partir de 3 000 euros, vous demandent, alors que c'est votre argent, qu'est-ce que vous allez faire avec? Parce que, mais ça ne vous regarde pas. Oui, mais ça, c'est le problème de la France des honnêtes gens qui, finalement, sont pénalisés par une surveillance. Mais c'est nécessaire. Mais là, si vous voulez, si vous avez des études, prenons un exemple plus sénatorial. Oui. Vous avez des enfants qui font des études à l'étranger, vous voulez payer des tuitions, etc. Vous avez besoin de remplir 14 500 formulaires pour pouvoir transférer de l'argent aux États-Unis. Oui. Alors que l'objet est archi-légal, etc. Oui, mais donc, supprimons déjà un certain nombre de formes et de normes et de paperasseries. Ça exige, ça ne range pas le problème. Mais on va en parler après une petite pause, parce que le vrai problème, justement, il est là. On va continuer à voir ça, mais ce vrai problème majeur, cet abîme, quand même, que vous décrivez, c'est un abîme. Enfin, c'est pas l'éléphant dans la maison, c'est tout le cirque, tout le zoo dans la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire? On en parle tout de suite après une petite pause. Tous ces états. Et encore une fois, dans tous mes états, le trafic, l'argent sale, le blanchiment, des centaines de milliards par an, en tous azimuts, et qui font d'ailleurs, avec l'esclavage, avec tout cela, on en parlera du trafic d'êtres humains, on en a déjà parlé avec Nathalie Goulet. Je rappelle son livre, lisez-le, L'argent du terrorisme, avec une préface de Jean-Jacques Brizard, c'est paru aux éditions du Cherche-Midi. Nous avons, je crois, Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour André et bonjour Madame. Je trouve qu'il y a vraiment un travail de fond qui a été fait, je l'en remercie, parce que moi ce qui me fait peur, c'est qu'on arrive aussi vers l'euro numérique, donc moi le cash j'y tiens. Je pense que honnêtement, pensez-vous pas qu'il faudrait justement être cash et mettre tous les moyens humains. On a quand même des moyens maintenant avec l'informatique, comme vous disiez, avec l'intelligence artificielle ou que sais-je. On a quand même, en Italie, par rapport à la mafia, il y a eu un vrai travail de fond. On a saisi des villas, des maisons. Ça, j'ai l'impression qu'en France, ça leur passe au-dessus de la tête. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment des vrais moyens humains à donner avec des magistrats antiterroristes, vraiment, ou anti-mafiage? Je ne sais pas, mais la mafia, il faut qu'elle soit connue et reconnue. Et pour ça, il faut leur donner des moyens humains, techniques, pour lutter contre tout ça. Que vous en pensez? Oui, mais et voilà, elle est comme moi, elle est comme tout le monde. On a envie du cash et en même temps, on veut pas l'euro numérique, on veut pas être totalement fiché, mais on voit l'envers de la médaille. C'est ce que vous décriviez. Non, mais je pense que votre auditrice a raison. D'abord, l'euro numérique, il n'arrive pas. On en parle, mais le temps qu'on le mette en place. Et en tous les cas, moi, je suis pas du tout d'accord sur ce sujet. Et puis, vous avez raison pour la mafia, et vous avez surtout raison pour les moyens qu'il faut donner aux magistrats et aux policiers et aux services de renseignement, évidemment, et à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais vous voyez, notre système est tellement bien fait, on est plein de petits hommes gris qui produisent des normes.
Et si vous voulez, vous ne pouvez pas espérer de réponse de gens dont le salaire dépend de ce qu'ils n'en trouvent pas de réponse. Voilà. Ouais. Et donc, vous avez aujourd'hui, dans un ministère que je ne nommerai pas, à 2 étages différents, peut-être 3, 2 systèmes différents pour décrypter la blockchain des cryptoactifs, pour retrouver l'origine, etc., non compatibles entre eux. C'est-à-dire que, oui. Dans le même ministère. Dans le même ministère. À 2 étages à 2 étages différents, oui. C'est-à-dire expliquer. C'est-à-dire que vous avez eu 2 appels d'offres par 2 services différents qui ont abouti. On veut remonter la chaîne des blockchains, des capitaux. Il faut bien comprendre que les cryptoactifs sont traçables. Les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, voilà, c'est ça. Sont traçables. Ça prend du temps. Il y a des mixeurs, c'est-à-dire qu'on peut complexifier. On peut y arriver. Mais on y arrive. Il faut arrêter de penser que c'est complètement opaque. Vous avez notamment Chain Analysis, etc. Vous avez un certain nombre de procédés, de logiciels, de technologies qui vous permettent aujourd'hui de décrypter les cryptos. Ça, il faut le savoir une fois pour toutes, et que les gens qui veulent kidnapper des gens sachent bien que de toute façon... c'est important. Non, mais c'est important. Qui vous écoute, et il faut le savoir, ça prendra un peu de temps. Mais ça se saura. Et on a le meilleur spécialiste chez Europol de ce système, qui est un Français. Donc, le ministère en question, il y a 2 services différents qui ont passé 2 appels d'offres pour avoir cette technologie de décrypter les cryptos, qui sont donc arrivés à 2 achats différents, qui sont incompatibles entre eux. Voilà. Ouais, et voilà encore de l'argent gaspillé, pas blanchi, mais gaspillé, c'est le cas de le dire. Voilà. Donc votre auditrice a d'abord tout à fait raison. Il faut donner des moyens, il faut utiliser l'intelligence artificielle, il faut pouvoir avoir des forces humaines aussi, notamment pour les magistrats. Non, il est d'accord. Mais alors, justement, parlons un peu dans ce circuit que vous avez décrit, Nathalie Goulet. Il y a quand même les banques. Ah bah oui. En tout cas, un certain nombre de banques qui jouent un rôle non... Alors, quel rôle jouent, en tout cas, je dirais pas toutes les banques, mais un certain nombre de banques, parce que ça rapporte ça aussi. Et comment ? Alors, les banques peuvent être quel rôle ils peuvent jouer ? Les banques peuvent être distraites sur les opérations de certains de leurs clients. Vous voulez dire cacher ce sein que je ne saurais voir ? Peuvent être distraites. C'est ça. Voilà. Distraite, j'aime bien le mot. Alors, je suis distrait, j'ai pas vu. Ah bon ? Voilà, j'ai pas bien vu, j'ai pas bien vérifié l'origine des fonds, j'ai pas bien vérifié leur destination, etc. Des opérations que j'ai. Bon, alors voilà. Alors, ce qui se passe, si vous voulez, pour faire simple, parce que dans les opérations de blanchiment, une des dernières en date est quand même sur 200 millions d'euros. La Banque du Vatican, qu'on a piqué la main dans le bénitier. Qui a acheté de l'immobilier à Londres avec du blanchiment, il faut le savoir. C'est une affaire. Banque du Vatican. La Banque du Vatican. Pas mal, ouais. Et puis vous avez des banques. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que entre l'opération. Oui, comment ça marche ? Comment ça se déroule ? Les banques laissent passer des opérations qui sont, frauduleuses. On ne sait pas d'où ça vient, mais voilà, on ne sait pas. On ne fait pas le contrôle de conformité au moment où il faut, ni sur l'origine des fonds, ni sur leur destination, ni sur le client final. Ouais. Voilà. Alors, je vais vous donner le timing est le suivant. Oui. La banque reçoit des fonds. D'accord. D'un paradis fiscal quelconque, etc. Au lieu de faire une déclaration de soupçon, elle le fait pas. Au lieu de prévenir les autorités de contrôle, elle le fait pas. Donc l'argent tourne dans la machine et puis est utilisé pour autre chose. Puis un beau jour, il y a un contrôle et la banque se fait taper. On constate qu'elle a, il y a 2 ou 3 ou 4 ans, commis une opération qu'elle n'aurait pas dû commettre, laisser passer une opération. Mais pendant ce temps-là, d'abord, l'opération s'est faite, la banque a gagné de l'argent, elle a mesuré le risque, elle a provisionné une amende éventuelle, et en plus, c'est la banque qui paye l'amende, c'est pas le dirigeant qui a laissé passer l'opération. Donc, si vous voulez, là, on a une déresponsabilisation. Là, on a, par exemple, c'est du blanchiment, c'est de la fraude fiscale, ce qu'on appelle l'arbitrage des dividendes, qui est un système un peu baroque, auquel on a mis un terme avec une loi très bien faite, mal appliquée. On est sur 3 milliards de fraude fiscale par an. En France. Le Crédit Agricole a signé une convention pour reconnaître sa responsabilité, a payé 88 millions d'amende. C'est énorme. Mais par rapport au montant, certes pas de 3 millions, mais par rapport au montant en jeu, d'abord, ça fait bien longtemps que la banque a gagné de l'argent sur cette opération. Elle a conclu
une reconnaissance de culpabilité. Elle va payer 88 millions qu'elle a évidemment provisionné depuis longtemps. Et business as usual. C'est ça. Et voilà. Ce sera intéressant. Écoutez, si le Crédit Lyonnais veut répondre. Crédit Agricole. Crédit Agricole, pardon. Mais c'est récent. Mais de toute façon, il y a eu plusieurs banques. Mais moi, je trouve que c'est le système. Non, c'est absolument. C'est-à-dire que non, mais c'est passé pour Pfizer sur l'un d'un côté. Pfizer a payé des milliards et des milliards, sauf qu'ils ont gagné des milliards. Et là, avec les banques, c'est au fond, on ne veut pas savoir d'où vient l'argent. Non, mais là, sur l'arbitrage des dividendes, c'est un peu différent, puisque c'est une opération qui était qui n'était pas complètement interdite. Voilà, et sur lequel il y a eu donc là il y a eu un accord. Je vous donnais cet exemple-là parce qu'on a eu beaucoup de mal à faire voter un texte de prévention de cette infraction qui est de la fraude fiscale pure. Mais déjà, est-ce qu'il n'y a pas donc, mais d'après ce que vous dites, encore une fois, il y a des banques et il n'y a pas quand même de loi qui punit la distraction, qui punisse l'indifférence. Le système est très robuste. Oui. On a l'autorité de contrôle prudentiel, on a l'AMF, et donc l'autorité des marchés financiers. On a un système qui est très robuste pour les banques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elles vous demandent 78 000 papiers quand vous voulez retirer 3 000 €. Et puis, mais ça, oui. Enfin, et après, on punit. Oui, mais attendez. Est-ce qu'on ne punit pas là, les honnêtes gens qui ont de l'argent et qui ne demandent qu'une chose, c'est mon argent, vous pouvez vérifier, c'est ce que j'ai versé à la banque et c'est ce que vous faites travailler sans que ça me rapporte. Les distractions, on en a vu d'autres dans un autre registre. Quand vous pensez par exemple à l'affaire Kerviel, ça veut dire qu'il y a quand même à l'intérieur d'un certain nombre de circuits, un certain nombre de dysfonctionnements qui sont multiples. Je n'accuse pas du tout Monsieur Kerviel qui est venu auditionner au Sénat il y a quelques années. Il y a pas de. Non, je comprends. Les cas sont pas personnels. Je veux dire que cette affaire-là, quand vous la décortiquez, elle est emblématique. Quand vous regardez les subprimes et la façon dont ça s'est passé, c'est aussi emblématique de dysfonctionnement, mais aussi parfois de conflits d'intérêts dans un système bancaire international, avec des agences, etc. Enfin, tout ça et moi je crois foncièrement que le système bancaire est assez robuste. Je crois que la criminalité de bas étage, c'est celle-là qu'il faut taper. Et surtout responsabiliser avec des moyens, comme l'a dit votre auditrice tout à l'heure, qui avait tout à fait raison. Avec de vrais moyens. Alors justement, je voudrais continuer à parler avec eux. Et ça, c'est un vrai problème presque humain, la contrefaçon. Ah oui. Parlons de la contrefaçon. Alors, je rends vos chiffres aussi, enfin les chiffres officiels, hein, représentent quand même énorme. Contrefaçon, 2,5% du commerce mondial, soit 467 milliards de dollars en 2025. Produits contrefaits saisis en France, 9 millions en 2021, 11 millions en 2022, 20 millions en 2023, 21,47 millions de produits saisis en 2024. Ça augmentation de 283% en 4 ans. Ah oui, c'est énorme. Il faut remercier les douanes. Remarquable travail des douanes. Alors là, c'est un sujet extraordinaire. Parce que les gens pensent aux produits de marque. Et ils se disent finalement, c'est un peu de la péréquation sociale, c'est un peu de la justice, je peux pas m'acheter un sac à 4 000 €. Je m'achète, bon, d'accord. Le problème, ou une chemise à crocodile, mais c'est pas seulement le luxe, la contrefaçon, c'est aussi des faux médicaments, c'est aussi des fausses lunettes de marque qui vont vous brûler les rétines. C'est du dentifrice. C'est important, c'est une proportion importante. Oui, médicaments, lunettes. Oui, énorme. Oui, allez-y, oui, on dit produits pharmaceutiques. Des produits pharmaceutiques, des dentifrices, des laits pour le corps, etc. Mais c'est aussi des faux médicaments. Le Hezbollah a une spécialité de financement par des faux médicaments. Alors, le faux Viagra, au pire, ça fait rien. Tant pis pour vous, mais ou pour moi, enfin pour nous, enfin bref. Mais en attendant, ça peut être toxique aussi. Mais c'est aussi des fausses pièces détachées, des produits contrefaits, des pièces d'avion. Ça va jusqu'aux pièces d'avion. Ça peut être des pièces. Ben oui. Ouais. Vous pouvez acheter des pièces détachées d'automobiles sur Internet. Et donc là, ça devient extrêmement dangereux. Et les produits contrefaits sont aussi contrefaits dans des conditions non seulement sanitaires,
mais aussi de respect de l'environnement. Donc vous avez des infractions en chaîne pour des gens qui finalement risquent beaucoup moins que le trafic de drogue. Et c'est pour ça que la contrefaçon c'est tellement dangereux. C'est pas seulement pour le luxe dont on peut penser qu'ils sont capables de supporter tout ça, bien que ce soit une infraction. Mais il y a je crois 28 000 emplois supprimés à cause de la contrefaçon. Mais c'est en France. Mais c'est surtout qu'il y a un danger pour la santé. Danger de santé, oui, un danger véritable, oui. Et alors, maintenant, c'est formidable parce que vous avez des produits qui sont faits en Chine ou ailleurs, mais les étiquettes sont faites en Turquie et l'assemblage se fait en France. Et vous avez aussi une spécificité de faux contenants, de faux emballages. Vous avez des emballages qui sont plus vrais que les vrais. Ouais. Et donc l'emballage est trompeur par rapport au produit qu'il y a dedans. Parce que je vois ça, j'ai dit ah oui, c'est bien, c'est le... Ouais. Mais ça y ressemble comme de vous pouvez pas. Et ça, vous dites, c'est une proportion non négligeable de la contrefaçon. Très importante. Ouais. Mais c'est fou, non mais quand on voit encore une fois 467 milliards dans le monde... Ah oui, mais l'ONU s'en occupe, tout le monde s'en occupe. On a... Et alors... Vous voyez, ça fait le lien. Si vous avez des auditeurs Sud Radio, ils doivent connaître Vintimille, ils doivent aussi connaître San Remo, ils doivent connaître peut-être la... On est dans toute la France maintenant, mais c'est vrai qu'ils connaissent ça. Bon, ils connaissent aussi peut-être le sud de l'Espagne, Porto Banús ou Malaga ou Marbella, etc. Qui vend de la contrefaçon sur les marchés ? En général, des gens d'origine subsaharienne. C'est-à-dire que vous avez des filières de trafic de migrants qui les utilisent en plus pour céder et vendre de la contrefaçon qui est fabriquée, comme par hasard, plus ou moins dans leur pays d'origine, y compris certains de nos pays amis du Maghreb. Oui, c'est quand même des filières, c'est un labyrinthe. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, dans ce que vous dites très bien, c'est qu'on utilise migration, faux produits, etc. Multicarte, on revient en multicarte dont vous parliez. Oui. On se retrouve juste après une petite pause, une dernière petite pause, avec Nathalie Goulet. Voilà, l'argent noir, et comment on le blanchit. Vous voyez, là, ça marche, la lessiveuse. Ça marche très très bien. C'est un sport de combat. Ah oui. À tout de suite. Je confie. Sud Radio. Le blanchiment d'argent, l'argent sale, ça nous occupe et on voit l'incroyable niveau de centaines de milliers de milliards de dollars qui occupent le monde avec des opérations totalement, évidemment, illégales. Nous avons Jean-Louis, vous nous appelez de Tarbes. Bonjour Jean-Louis. Jean-Louis, est-ce que vous êtes... Oui, tout bonjour. À fait, je vous entends. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour. Dernièrement, je suis monté à Paris et j'ai eu le plaisir d'aller visiter à la Porte Dauphine le musée de la contrefaçon. Ah oui. C'est impressionnant, tous les produits qui peuvent être contrefaits. De la faisanderie. Qu'il s'agisse de chewing-gum, de marques de luxe, de yaourts, de faux rétroviseurs, de faux... tout. C'est absolument intéressant, ce musée. Et si des amis parisiens écoutent, je leur conseille d'aller le voir et de voir à quel moment tout peut être contrefait et tout peut produire de l'argent. Ouais, voilà. Ouais, merci Jean-Louis, c'est vrai. Écoutez, les musées de la contrefaçon, c'est intéressant, c'est vrai. Ben, vous avez tout à fait raison. Je ne suis pas encore allé le voir, mais je vais aller le voir. C'est un petit musée dans le 16e. Rue de la Faisanderie, rue Stantini, je sais plus, rue de la Faisanderie, je crois. Alors, bien, Nathalie Goulet, je dirais Myriam, mais c'est votre second nom, ça vous l'a. Au fond, aujourd'hui, deux choses par rapport à tout ça. On a parlé un peu du cash, on a parlé de tout cela, on pourra en parler aussi pendant des heures. Alors, encore une fois, il n'y a pas de solution miracle, mais alors à part, et vous avez parlé des moyens, vous avez raison, vous avez souligné que beaucoup de gens font des choses très bien, que ce soit la police, la justice, tout ça. Mais est-ce qu'il ne manque pas notamment une coordination beaucoup plus forte au niveau mondial? Et je vais vous poser la question qui fâche. Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de gens, la nature étant ce qu'elle est, qui se laissent corrompre aussi? Et qui ralentissent un peu les processus de lutte contre le blanchiment. Le problème de corruption, il est vraiment massif. Moi, je voudrais vous dire que, de mon point de vue, le principal problème est un manque de volonté de lutte contre la fraude fiscale. Parce que les réseaux de criminalité organisée utilisent les failles des dispositifs, évidemment. Bien sûr. Et donc... Et puis en plus, ça décrédibilise l'action publique. Vous
comprenez bien que quand une députée européenne se retrouve avec 1,5 million en cash dans son bureau, Qatargate, à Bruxelles, oui, et qu'il ne se passe rien. Ouais. Pas grand-chose. Il n'y a pas eu de sanction, il n'y a rien eu. Ouais, non, pratiquement. Quand vous avez ce type de choses, d'abord ça décrédibilise complètement l'action publique, mais ensuite ça veut dire que c'est possible. Bon. Et donc le citoyen, déjà, il croit pas les politiques, mais en plus, on arrive tout de suite aux tous pourris, et ça, c'est évidemment du populisme de base. Bon. Donc, moi, je crois que le travail de lutte contre la fraude fiscale, et puisque le Premier ministre est en train de chercher des points d'accord, je pense que la fraude fiscale et la délinquance financière, non seulement on en a besoin pour le budget, mais on en a besoin pour la crédibilité de l'action publique. Et en plus, cet argent-là, il faut le donner aux hôpitaux, aux policiers, aux gendarmes, aux sapeurs-pompiers qui en ont besoin, aux routes, aux écoles. Bon, voilà, il y a des gens qui en ont besoin, notre société en a besoin. Aux agriculteurs qui touchent 800 € par mois, voilà. Aux SDF, etc. On s'est enlevé tous les jours de leur vie à 5 heures. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, pour moi, le manque de volonté, il est sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et la criminalité organisée en règle générale. Il y a une coordination internationale qui se fait de mieux en mieux. Bon. Et puis, d'un seul coup, on a quelqu'un qui dit « Ah, on va créer une agence européenne de lutte contre le blanchiment. » Ah, c'est formidable, c'est à Francfort, on a un bel immeuble, on est en train de chercher la couleur du papier peint, la forme de la table, ils ont déjà embauché 120 personnes, etc. Le temps que ça se mette en route, les amis, on va avoir le temps de blanchir et de blanchir et de blanchir. Bon. Donc, si vous voulez, les gros machins, ça marche pas. Enfin, moi, j'y crois pas une seconde. Bon, l'euro numérique de Madame Machin, j'y crois pas non plus. Moi, je pense qu'il faut des politiques européennes réglementées, et puis une vraie volonté, un affichage, mais en dehors de l'affichage. Parce que vous voyez, par exemple, ce qui s'est passé avec les Émirats Arabes Unis, c'est extrêmement intéressant. Les Émirats étaient sur la liste noire, la liste grise, etc., pour tout ce qui se passe. Abu Dhabi, Dubaï, tout ça, oui. Ils ont décidé au sommet de sortir du name and shame, c'est-à-dire je montre et je fais honte, etc. Ils en avaient marre d'être ciblés comme étant le vilain petit canard. Là, bon. Paradis, machin, paradis fiscaux, paradis donc ça prend du temps. Mais à aujourd'hui, ils ont extradé plus d'une vingtaine de criminels et de narcotrafiquants qui pensaient passer leur vie, la fin de leur vie au soleil, les doigts de pied en éventail. Ils se sont fait taper, leurs biens ont été saisis, ils ont mis en place des mesures anticorruption, l'Arabie Saoudite pareil, et sur Abu Dhabi, le système qui correspond chez nous au renseignement financier est devenu très très strict. Et donc quand on veut, on peut. Voilà, il faut le rappeler, mais c'est très important, Nathalie Goulet. Quand on veut un peu, il faut du courage, il faut de la volonté, il faut pas avoir peur. Et voilà, c'est ça, hein, d'ailleurs, un politique. Hein. Je me permets de le rappeler de temps en temps. Il n'y a pas que les politiques, les citoyens aussi. Hein. Tout le monde est concerné par cela. Mais c'est vrai que quand on voit ces chiffres, quand on lit votre livre, quand on voit là, on s'est dit, mais c'est vrai, ça reste, encore une fois, je reviens là-dessus, c'est que les citoyens se disent, comment on est en train de chercher ça, on est en train de dépenser là. Par exemple, enfin, quand on a su qu'on payait pendant 5 ans, ça s'est arrêté, à l'aide de développement, on payait 100 à 115 millions d'euros à la Chine pour aider au développement de la Chine. Nous, la France, et je ne parle pas de tout le reste, enfin vraiment on pourrait citer, c'est pas possible. Donc encore une fois là, pourquoi ce n'est pas plus connu? Ça devrait vraiment être plus publicisé, et je voudrais en tout cas remercier Nathalie Goulet. On en reparlera de cela, mais vous voyez, on a mis sur la table un certain nombre de choses grâce à elle, grâce à tous les gens qui font des enquêtes et qui travaillent, et grâce, comme vous avez dit, vous avez raison, aux policiers, aux juges qui vraiment travaillent là-dessus, et certaines prennent des risques. Beaucoup. Il faut leur rendre hommage. Et puis, on a une société civile aussi, de Transparency International, d'Anticor, etc., de gens qui font aussi beaucoup de travail et qui font ce qu'il faut. Halt Crime. Ouais, c'est ça, qui est aussi Monsieur Risoli, je crois, très actif. Et puis on a des exemples européens qui marchent, comme en Italie. Il n'y a pas de raison qu'on soit moins bon que les autres. Et ben voilà, au travail. Merci, Nathalie Goulet. Merci à vous, André Berkoff.